où plusieurs figures de proue du mouvement environnemental canadien ont expliqué comment le gouvernement fédéral pouvait s'inspirer de la gestion de l'actuelle pandémie pour répondre à l'urgence climatique. Dans la lettre ouverte, on affirmait qu'on pouvait utiliser des tactiques un peu similaires pour réduire nos émissions de GES. C'est d'ailleurs pourquoi on s'est comme concerté, plusieurs organisations dont Équiterre, Environmental Defense, le Réseau Action Climat canadien, EcoJustice, West Coast Environmental Law et l'Institut Pébina. Puis on a travaillé ensemble pour élaborer un rapport qui va offrir au gouvernement fédéral un cadre pour légiférer de manière cohérente sur la question climatique. Puis aujourd'hui, on est bien content de vous expliquer ça de manière très concrète, comment le gouvernement pourrait légiférer pour que nos cibles de GES, de réduction de GES, soient atteintes puis qu'on arrête de juste fixer des dates lointaines sans vraiment prendre d'action. Alors, je vous présente ceux qui vont vous expliquer tout ça de manière très limpide et claire. Alors, tout d'abord, on a Caroline Brouillette, qui est analyste senior en changement climatique chez Équiterre. Bonjour, Caroline. Et on a aussi Dale Marshall, qui est directeur des programmes nationaux chez Environmental Defense. Alors, comment on va procéder? Dale et Caroline vont tout d'abord détailler et vulgariser ce que nous avons envoyé au cabinet du premier ministre. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Caroline et Dale vont prendre un moment pour y répondre, mais sachez aussi qu'à la fin, on va se garder un petit 10-15 minutes pour répondre de vive voix à vos interrogations. À ce moment-là, si vous souhaitez poser une question, signalez-la dans le chat, puis je vais activer votre micro pour que vous puissiez la poser de vive voix. Alors, je vais lancer la présentation et je vais passer la parole à Dale. Ça ne sera pas bien long. Alors, je partage mon écran. Alors, tu peux y aller, Dale, c'est à toi. Merci, Anthony. Alors, bonjour tout le monde. On vous parle aujourd'hui au propos d'une loi canadienne sur la responsabilité climatique. Alors, on va commencer avec une vidéo qui démontre le budget carbone mondial. Et on peut voir, on va voir à la fin que, en fin de compte, il nous reste très peu de temps pour s'assurer qu'on limite le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. Et pour le Canada, qu'est-ce qui est important, c'est que nous, il faut qu'on fasse notre part juste aussi. Et ça, c'est de mettre en place un budget carbone pour le pays aussi. Et on a besoin de l'aide sur les engagements de Paris parce que on a failli, ça fait 3 différents engagements internationaux qu'on n'a pas réussi à se joindre. Il y a les engagements de Rio, de Kyoto et de Copenhague qu'on a manqué, même quand ces engagements sont devenus plus faibles pour 2020. Alors, ceci, c'est une projection de nos gaz à effet de serre au Canada. On peut voir la ligne verte. Qu'est-ce que le Canada projette vont être nos GES en 2030 avec les politiques qu'on a en place et ceux qui vont le mettre en place sous peu. Et ça démontre que pour Paris, il y a encore, on va pas se joindre à cet objectif-là si on ne prend pas de l'action plus musclée. Ce n'est pas un petit écart non plus, c'est 77 mégatonnes. La projection qu'on a du gouvernement même en décembre 2019. Alors, pour le Canada, de faire sa part juste, limiter le réchauffement à 1,5 degré, ça veut dire, et ça c'est une position qui a été prise par Réseau Action Climat et beaucoup de leurs membres, incluant Environmental Defense et Équiterre, qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre d'ici 2030 par 60% par rapport au niveau 2005. Ça, c'est domestique. Et qu'on fait des investissements très importants pour réduire les gaz à effet de serre mondial. Alors, le Canada, pour qu'on prenne responsabilité de nos engagements, il y a vraiment 3
chose qu'il faut avoir. Il faut avoir une reddition de comptes. Et pour le gouvernement doit répondre à la question qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre nos engagements et pourquoi ces actions-là. Il faut aussi une responsabilité. Alors, la question, c'est qui est responsable au Canada et pourquoi? Et parce qu'il faut qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour avoir du succès par rapport à nos engagements de Paris. Et finalement, il faut une force exécutoire. Encore des questions là, c'est quelles sont les conséquences pour le Canada si on faillit à se rejoindre à ces objectifs-là. Alors, comme Anthony l'a mentionné plus tôt, il y a des leçons, des inspirations qu'on pourrait prendre de la lutte contre la pandémie qui se passe maintenant. Équiterre et d'autres organismes ont publié un éditorial dans la presse qui discute en part que par exemple, la carbone neutralité en 2050, avoir ce but-là, c'est l'équivalent d'avoir le but d'avoir 0 cas de COVID-19 en 2050. C'est pas assez, il faut avoir de l'action maintenant et il faut avoir la responsabilité tout le long. Alors, la recette est quand même assez simple. Il faut écouter les experts, il faut se fixer des objectifs à long terme et à court et avoir des échéanciers clairs. Il faut tester, mesurer, évaluer nos progrès et avoir un plan d'action. Et quand on a des nouvelles données, il faut recalibrer le plan. Si on n'est pas en voie de succès, il faut mettre en place les politiques pour s'assurer qu'en 2025 et 2030 et les autres années qu'on se joint à nos buts. Alors, il y a plusieurs pays qui ont soit mis en place déjà ou qui se préparent. Alors, on peut voir les pays en vert qui ont adopté déjà des lois de responsabilité climatique. Il y en a qui ont des objectifs à long terme et d'autres non. En bleu, on peut voir les pays qui préparent à mettre en place ces lois-là. Alors, et aussi au Canada, il y a des provinces, la Colombie-Britannique, le Manitoba, qui ont adopté des lois sur la responsabilité climatique. Et on sait qu'au Québec, il y a le projet de loi 44 qui a plusieurs éléments de la loi que nous, on propose pour la loi canadienne. Alors, le premier pays qui a mis ça en place, c'était le Climate Change Act au Royaume-Uni en 2008. Ils ont établi 5 budgets carbone dans ce projet de loi, dans cette loi. Et ils ont soit atteint ou sont en voie d'atteindre les trois premiers budgets de carbone. Et pour le 4e et le 5e, la loi permet au gouvernement de mettre en place des politiques pour s'assurer qu'ils vont atteindre ces budgets carbone-là dans les 10 prochaines années. Alors, je tourne la parole à Caro. Oui, merci. Maintenant que Dale vous a expliqué un peu où on en est, c'est quoi le portrait global? Maintenant, Caro va vous expliquer un peu où on devrait aller puis comment y arriver. Donc, vas-y, tu peux y aller, Caro. Oui, merci Anthony, merci Dale, puis merci à tout le monde d'être là ce matin. Donc, selon les meilleures pratiques internationales, il y a 3 éléments clés qui émergent comme étant fondamentaux pour une législation sur la responsabilité climatique. Donc, d'abord, définir clairement le défi qu'on a devant nous, à la fois en termes d'atténuation, mais aussi en termes d'adaptation à la crise climatique.
Donc, la législation qu'on recommande vient insérer dans la loi des cibles de réduction des émissions. Et bien entendu, étant donné que la science évolue, c'est normal que le gouvernement réévalue ces objectifs-là en cours de route. Dans un deuxième temps, la législation devrait établir un processus itératif qui, d'abord, crée des plans pour répondre à ces objectifs-là dans ce qui concerne l'atténuation des changements climatiques, puis les défis de répondre aux impacts climatiques. Ensuite, de déposer des rapports sur les émissions réelles puis les projets du pays envers la réalisation de ces plans-là. Puis, troisièmement, une sorte de conversation entre le gouvernement, les experts, le Parlement et le public sur tout ce qui précède. Donc, il y a vraiment une obligation au gouvernement de répondre devant son assemblée législative dans son progrès vers ces buts-là. Puis, finalement, la troisième clé, c'est un comité d'experts indépendants qui fournit des avis, mais fait aussi le suivi et la surveillance des progrès accomplis. Donc, dans le rapport qu'Anthony mentionnait, nos groupes ont identifié 5 piliers d'un cadre de responsabilité climatique qui s'applique spécifiquement au Canada. On va passer à travers chacun de ces piliers-là. Le premier, donc, l'idée, c'est qu'on insère dans la loi nos cibles à long terme, en fait, de réduction des émissions de GES. Donc, c'est très simple, mais c'est vraiment au cœur de la législation sur la responsabilité climatique. Donc, les cibles qu'on recommande, c'est l'objectif de zéro émission nette à l'échéance 2050 et un objectif plus ambitieux à l'échéance 2030 que notre cible actuelle, qui est l'engagement du Canada à travers l'accord de Paris. Les objectifs devraient avoir une force exécutoire, comme Dale disait tout tantôt. Donc, en utilisant la directive, le ministre ou la ministre doit, ou il est du devoir de la ministre ou du ministre, ou des, ça peut être plus qu'un ministre. Comment on choisit ces ministres-là? Prochaine slide, s'il te plaît, Anthony. Donc, c'est des ministres qui, soit à elles seules ou tous ces ministres-là ensemble, doivent faire 4 choses. Donc, faire la coordination entre les différents niveaux de gouvernement. Ensuite, être capable de mobiliser les fonds du gouvernement pour s'assurer qu'il y a une cohésion entre les budgets financiers et nos budgets carbone. Que les départements du gouvernement qui traitent des secteurs à émissions élevées soient mobilisés et finalement de s'assurer, pour utiliser l'expression, qu'on brise les silos, donc qu'on développe des politiques qui sont cohérentes à travers toutes les responsabilités du gouvernement. Le second pilier, donc, on s'est fixé des objectifs à long terme. Là, l'idée, c'est de venir se fixer des objectifs à moyen terme. Sinon, on va se retrouver comme plusieurs étudiants qui réalisent la veille que c'est impossible d'avoir une bonne note si on n'a pas étudié avant. Donc, les budgets de carbone, c'est comme les budgets des ménages. On décompose la quantité de GES qu'on peut dépenser dans notre chemin vers le zéro émission nette. Donc, c'est beaucoup plus facile, on le sait, de respecter notre budget personnel si on sait combien on a dans notre compte en banque. La vidéo au début de cette présentation que Dale a montrée montrait le budget carbone mondial qui reste. Bien, le Canada doit évidemment faire sa part pour qu'on respecte cet effort global de respecter le budget carbone mondial. Donc, le graphique qu'on voit ici, c'est comment les premiers budgets carbone du Royaume-Uni ont tracé la voie vers sa cible. Dans le cas du Royaume-Uni, c'est de réduire les émissions de 80 % sous les niveaux de 1990 d'ici 2050. L'approche qu'on propose au Canada, elle est similaire, donc des budgets carbone nationaux sur 5 ans qui viennent plafonner les émissions qu'on peut émettre pendant cette période. Pourquoi 5 ans? Bien, c'est basé sur les meilleures pratiques. Ça nous donne une bonne balance entre flexibilité et prévisibilité. La prévisibilité, on le sait, c'est crucial pour les entreprises, mais ça nous permet aussi, ça donne au gouvernement le temps de planifier et de mettre en place les politiques et les règlements nécessaires et ça leur laisse aussi le temps de prendre effet. Puis pour ajouter à cette prévisibilité-là, on demande dans la loi à ce que les budgets carbone soient fixés 10 ans à l'avance. Donc, ça permet vraiment de planifier les choses
encore plus à l'avance. Jusqu'à date, les composantes qu'on a présentées sont pratiquement identiques à celles qu'on observe au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande. Sauf qu'on le sait, le Canada, c'est un cas particulier à cause de son fédéralisme, avec la Constitution qui partage la compétence environnementale entre le fédéral et les provinces. Une autre particularité du Canada que l'on connaît bien, c'est les disparités assez substantielles entre les provinces quant à leurs émissions de GES per capita. Donc, Anthony, tu peux mettre la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, il en résulte qu'il y a déjà un débat politique sur comment les provinces se partagent la tâche de réduire les émissions au Canada. Toutefois, ce n'est pas toujours la conversation la plus productive. Donc, si on se rappelle les éléments que Dale a nommés au début, les éléments clés d'une responsabilité climatique, c'est clarifier qui est responsable de quoi, faire en sorte que les responsables doivent répondre de leurs actions et finalement attacher les conséquences lorsqu'on n'atteint pas les objectifs. Pourquoi notre coalition propose que la façon d'avoir une conversation la plus productive sur la façon dont le Canada répartit l'effort de réduire nos émissions puis de faire sa part à l'effort mondial de restreindre l'augmentation de température de 1,5 degrés Celsius, c'est d'institutionnaliser cette conversation-là à travers des budgets de carbone sous-nationaux. Donc, comment ça marche? Les budgets carbone sous-nationaux sépareraient chaque budget carbone du Canada sur 5 ans que j'ai nommé plus haut de façon équitable et efficiente à travers les provinces et les territoires. Donc, ça nous donnerait un nombre maximum d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut émettre à l'intérieur d'une géographie donnée pour cette période-là de 5 ans. Ce qui est important à noter, c'est que ces budgets-là ne seraient pas contraignants pour les provinces, même si on serait très content qu'ils se dotent là, de leur propre mécanisme de responsabilité climatique. Comme Dale le disait, il y a certaines provinces qui l'ont déjà fait. Le Québec est peut-être en voie d'adopter certains éléments d'une responsabilité climatique. Mais donc, l'obligation incomberait plutôt au gouvernement fédéral d'atteindre, que ces budgets de carbone sous-nationaux soient atteints. Et le fédéral le ferait en utilisant ses outils réglementaires, mais aussi son pouvoir de dépenser. La législation ne vient pas elle-même fixer les budgets de carbone nationaux ou sous-nationaux, mais fixerait plutôt les délais. Comme vous le voyez ici, le ministre responsable fixerait le budget carbone pour la période 2034-2038 d'ici 2024 et ainsi de suite. Puis, j'attirais aussi votre attention là, sur les flèches jaunes. C'est le bilan mondial, une traduction de Global Stocktake. Donc, dans les processus internationaux aussi de l'ONU, il y a des moments où les signataires de l'accord de Paris prennent action de ce qui a été fait, d'où de la dernière science, etc. Donc, l'échéancier qu'on propose est aligné avec ce processus-là également. Le troisième pilier, c'est des rapports d'impact. Donc, on veut obtenir une image claire des risques des changements climatiques pour le Canada, dont on subit déjà les impacts et malheureusement, on sait qu'ils vont s'aggraver. Donc, on a besoin d'une image claire de ce que le Canada doit faire pour s'adapter. La loi exigerait donc des rapports réguliers à tous les 5 ans aussi, en exposant les risques que posent les changements climatiques pour le Canada, et le comité d'experts fournirait des avis sur ces rapports comme il le ferait là, sur les budgets carbone. Le quatrième pilier, c'est un système itératif de planification, d'action, de rapport sur les résultats de ces actions, puis de réajustement de ce plan-là en fonction des progrès. Le gouvernement devra présenter un plan sur la manière dont il prévoit respecter chacun des budgets de carbone, par exemple dans l'année suivant l'établissement de ce budget de carbone. Également, il devra présenter un plan sur la façon dont on va s'adapter au changement climatique, donc en réponse au rapport d'impact, disons 1 an après que ce rapport d'impact est déposé, donc un plan d'adaptation au changement climatique. Finalement, le comité d'experts fait rapport sur les progrès, tout comme le gouvernement, et le gouvernement doit répondre au rapport du comité d'experts, en particulier lorsque ceux-ci démontrent qu'il y a un écart entre les objectifs et les résultats.
Dans le temps, ça se passe comme illustré ici. Donc, on définit les budgets. Ensuite, on dépose un plan pour respecter les budgets de carbone. Même chose pour l'adaptation. On publie un rapport d'impact, puis on dépose un plan d'adaptation aux impacts. Le dernier pilier qu'on propose dans notre rapport, c'est un comité d'experts indépendant. Je dirais que c'est le dernier élément, mais non le moindre. Ce comité est composé d'experts entièrement indépendants sur les changements climatiques. Donc, on peut penser à différentes expertises comme les technologies propres, l'économie, qui doivent aussi représenter les perspectives régionales et les connaissances et le savoir autochtone. Ce comité-là va devoir fournir des avis sur les objectifs que se fixe le gouvernement, sur les budgets carbone que se fixe le gouvernement et sur les rapports d'impact déposés par le gouvernement. Le comité d'experts aussi fournit ses avis sur les plans. Est-ce que, selon lui, ça nous amène vraiment dans la bonne voie puis dans l'atteinte de nos objectifs? Puis, finalement, le comité fait le suivi et la surveillance, le monitoring, comme on entend plus souvent, des progrès accomplis. Je ne vais pas m'attarder trop longuement là, sur la prochaine diapo, mais on a illustré comment les contributions du comité d'experts viennent vraiment alimenter le système de gouvernance climatique là, à chacun des piliers précédents, finalement. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, pour conclure, ces 5 piliers-là, tels qu'on vous a présentés aujourd'hui et présentés en plus de détails dans nos rapports, si ça vous intéresse, chacun de ces piliers-là a un rôle spécifique à jouer dans la mise en place d'un cadre de responsabilité climatique au Canada. Affaiblir un de ces piliers-là ou, encore pire, ne pas avoir un de ces piliers-là dans notre loi climat viendrait vraiment affaiblir le système et, pire encore, pourrait alimenter le cycle malheureux dans lequel on est là, de manquer constamment nos cibles. Donc, pour conclure, si on ramène ça au contexte politique actuel, le gouvernement canadien avait annoncé à Madrid lors de la COP25 qu'il souhaitait bonifier la cible de 2030 et qu'il souhaitait adopter dans la loi la cible de 0 émission nette à l'échéance 2050 avec des cibles intermédiaires aux 5 ans. Donc, il s'est engagé quand même là, à adopter certains éléments d'une loi climat. En termes de prochaines étapes, on sait que la COP26 a été reportée à la fin 2021 en raison de la COVID-19. À travers l'accord de Paris, les États signataires doivent déposer ce qu'on appelle une contribution déterminée au niveau national. Donc, et puis, on s'attendait pour 2020 à ce qu'ils doivent bonifier leurs engagements à l'accord de Paris. On s'attend que le Canada soumette une contribution au niveau déterminée au niveau national, en 2020 et cette contribution déterminée au niveau national devrait inclure des mécanismes de responsabilité climatique. Alors, merci Caroline. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez nous le signaler dans le chat et on vous donnera la parole. Alors, peut-être qu'on a des journalistes gênés ce matin, mais étant moi-même un ancien de chez TVA, je vais m'improviser, puis je pourrais poser des questions qui pourraient émerger après le dépôt d'un tel rapport. La première que j'aurais, c'est qui se retrouverait sur ce comité d'experts-là? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, par exemple, que l'industrie pétrolière et gazière ou l'industrie des énergies fossiles canadiennes s'immisce dans le processus? Est-ce que ça va être un processus de nomination partisan? Je pense qu'il y aurait des inquiétudes par rapport à cet aspect-là. Oui. Pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est que ce soit en effet des experts de l'économie, de politique, de l'énergie renouvelable, etc., mais aussi qu'ils soient indépendants. Alors,
On ne pense pas avoir des experts qui proviennent des groupes environnementaux et aussi, on ne pense pas qu'il devrait y avoir des experts qui proviennent des industries lourdes. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une indépendance là pour avoir des bilans qui sont en effet pas contraignés par d'autres objectifs qui sont que peut-être des compagnies ou des secteurs voudraient introduire. Parfait. J'en aurais une autre. Celle-là, je pense qu'elle est inévitable. Qu'est-ce que vous pensez comment vous pensez que les provinces de l'Ouest, comme l'Alberta, vont réagir si un tel projet de loi est déposé, par exemple, par le gouvernement Trudeau? Comment ça va être reçu? Oui, ça dépend quelle soit leur approche sur les changements climatiques et s'ils veulent prendre de l'action. Je crois que si le fédéral met en place des politiques qui sont dans leur juridiction et qui prennent de l'action, il va y avoir des provinces qui vont vouloir travailler avec le fédéral pour faire ceci. C'est presque certain qu'il va y avoir des provinces qui ne vont pas être contents d'avoir du progrès comme ça, mais c'est surtout des provinces qui ont démontré pendant des années, puis même des décennies, que l'action contre les changements climatiques, l'attaque aux changements climatiques, ça ne leur intéresse pas beaucoup. Alors, je crois que c'est important, c'est vraiment un dialogue qui va être très important pour le fédéral. Mais si ils sont certains qu'ils gardent leur pouvoir fédéraux, mais pas ceux qui sont entièrement dans les provinces, je crois que c'est quelque chose que le fédéral pourrait faire, même avec l'opposition de certaines provinces, parce que cette opposition-là va être là presque certainement. D'ailleurs, là, on a parlé un peu des provinces qui pourraient s'opposer, mais il y a aussi des provinces qui vont mettre en place probablement leur propre mécanisme. Comment vous voyez l'interaction entre ces deux législations-là? Par exemple, vous avez parlé du projet de loi 44. Est-ce que ce n'est pas un terreau fertile pour les conflits d'avoir deux lois climat qui se superposent et comment ça va s'arrimer tout ça? Oui, bien, je pense qu'on part avec l'hypothèse que les gouvernements, autant provincial que fédéral, s'informent de la même science et donc que leur cible devrait être ambitieuse aux deux niveaux. Et que autant les provinces que le fédéral devraient calculer des budgets carbone qui correspondent à leur part juste de l'effort global de restreindre l'augmentation de température à 1,5 degrés Celsius. Mais une fois que ça c'est dit, c'est certain qu'il peut y avoir des écarts entre les budgets sous-nationaux puis, par exemple, la cible que se fixe une province. À ce moment-là, bien, notre proposition, comme je le disais tout à l'heure, c'est que cette responsabilité incombe au fédéral d'abord d'atteindre les budgets de carbone sous-nationaux. Puis le fédéral, heureusement, a plusieurs outils à sa disposition. D'une part, il a des pouvoirs réglementaires. Donc, il pourrait contraindre, donc ça serait comme le bâton. En quelque sorte, il pourrait contraindre les provinces, par exemple, en favorisant une augmentation régionale du prix du carbone. Il y a aussi les réglementations de la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui peuvent être bonifiées. Puis ensuite, il y a aussi son pouvoir de dépenser, donc la carotte, par exemple. Il pourrait donner priorité aux dépenses dans certaines provinces en infrastructures qui visent à produire de l'électricité renouvelable. C'est ma réponse. Parfait, merci beaucoup. Merci Caroline, merci Dale. Je crois que c'est ce qui va conclure ce briefage technique. Alors, en espérant que vous repartirez avec ces nouvelles connaissances dans vos médias respectifs et que cela vous aidera à poser des bonnes questions au gouvernement et à faire un suivi serré de la chose. Alors, sur ce, merci tout le monde et passez une belle journée. Merci. Merci, Anthony.